Bonjour et bienvenue dans Coder c'est cool, je suis Hugo Taché, développeur web et mobile, et aujourd'hui, nouvel épisode de DevTalk dédié à la reconversion. Si vous n'avez pas vu les autres DevTalk qui sont dédiés au sujet, j'en ai fait déjà 2 autres, je vous invite après cette vidéo à aller les voir, elles sont très intéressantes. En tout cas, aujourd'hui, on se concentre sur un sujet, quel type de formation choisir. C'est parti. Dans cette vidéo, on va comparer différents aspects des formations et tenter de voir quels sont les choix les plus pertinents à faire par rapport à ça. Cette vidéo sera suivie sûrement de 2 autres, une qui vous permettra d'évaluer si une formation est de qualité, peu importe laquelle, et une autre qui sera un débat autour de la question de savoir si une formation est vraiment nécessaire ou pas pour devenir dev. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas les rater, et n'oubliez pas non plus le petit pouce en cours de vidéo si vous l'appréciez, pas obligé de le mettre maintenant, mais n'oubliez pas en cours de vidéo, on rentre dans le vif du sujet, allez. Autodidacte versus organisme. C'est vrai que lorsque l'on parle de formation, on a toujours tendance à visualiser les formations à travers des organismes comme 42, Open Classrooms, O'Clock, j'ai du mal à dire celle-là, Wild Code School, etc. Mais pourtant, le développement est sûrement un des seuls domaines qu'on peut totalement apprendre en autodidacte. Absolument toutes les ressources sont disponibles gratuitement en ligne et il y a beaucoup de très bonnes formations, même pas trop chères, sur Udemy par exemple. Mais bon, pour faire ce choix d'être autodidacte, il faut faire très attention à 2 choses. Tout d'abord, bien sûr, il faut avoir une capacité d'apprentissage autonome. Être autodidacte, c'est pas donné à tout le monde, et c'est pas grave d'ailleurs, mais ne vous lancez que si vous avez confiance dans votre capacité d'apprentissage. Si vous avez déjà appris d'autres domaines en autodidacte, comme la musique ou autre, et que ce fut un succès, c'est bon signe. La deuxième chose, c'est qu'on peut apprendre facilement à coder, mais par contre, il y a énormément d'aspects du métier de développeur qui peuvent échapper à une formation en autodidacte, comme apprendre à travailler selon une certaine méthodologie, ou travailler en méthode agile par exemple. Alors attention à ouvrir le scope de ce que vous apprenez. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'un organisme vous certifie ou vous diplôme, et ça c'est un avantage non négligeable pour ensuite entrer sur le marché. Ne négligez pas du tout ce point. Il y a 2 portes d'entrée dans le métier, le CDI et le freelance. Je vous invite à regarder la vidéo sur le sujet, sur le freelance, mais pour faire court, le CDI sera quasi impossible à décrocher sans diplôme, donc si vous vous lancez en autodidacte, vous allez sûrement devoir faire vos armes en freelance, et donc devoir développer un très bon portfolio, et avoir potentiellement aussi des opportunités de clients sous la main, etc. Un organisme, c'est aussi et souvent des accompagnateurs, des pédagogues qui pourront vous donner la main et vous aider. Alors que si vous vous lancez en autodidacte, je vous recommande de connaître un autre dev par exemple qui pourra vous aiguiller sur quoi apprendre, dans quel ordre et quels sont les technos du moment, parce que c'est pas évident. Même si sur la chaîne, je vous donne quand même pas mal de conseils à ce niveau-là, n'hésitez pas à aller voir toute la série Devenir Dev qui est fait pour ça d'ailleurs. Présentiel versus en ligne. Avec la crise actuelle, c'est sûr que les formations en présentiel n'ont plus trop la cote, mais on va quand même évaluer cette option. Tout d'abord, il y a énormément de formations en ligne. Elles ne se valent pas toutes, mais l'avantage c'est que la plupart du temps, elles vous permettent d'organiser plus facilement votre apprentissage. Étant donné que vous n'êtes pas lié forcément à un emploi du temps, vous allez pouvoir travailler à votre rythme et planifier vos journées comme bon vous semble. C'est bien parce que ça enlève un peu de pression, mais attention à ne pas laisser tomber en cours de route, il faut vraiment un mental d'acier lorsqu'on est tout seul. L'inconvénient, c'est que vous êtes seul et que pourtant il est très important de se constituer un réseau. Je pense que c'est d'ailleurs un des critères les plus favorisants pour ensuite trouver du boulot, ou même tout simplement échanger sur la matière avec d'autres personnes. Pour pallier à ce problème, les formations en ligne ont souvent un espace d'échange pour les étudiants ou avec les mentors ou autres, mais rien ne vaut le contact réel. À vous de voir ce qui vous convient le plus. Je sais qu'en reconversion, il peut être un peu dur en plus de se retrouver dans un cadre scolaire, surtout quand on a un certain âge, ça peut faire un peu bizarre. Le choix de toute façon en ce moment, c'est du en ligne principalement bien sûr. Spécialisation versus full stack. J'ai vu beaucoup de formations qui revendiquent une orientation full stack et je pense qu'il faut faire le point. Ce n'est que mon avis, mais je pense qu'aucune formation ne peut vous faire devenir full stack. En réalité, le terme est plutôt là pour exprimer le fait que vous allez faire un peu de front, un peu de back. Mais c'est problématique car en réalité, vous devriez plutôt, en première intention, vous spécialiser dans un domaine. Ce n'est que mon avis. Mais si vous ne savez pas trop quelle orientation prendre, je vous rappelle qu'il y a une vidéo sur le sujet qui est en ligne sur la chaîne pour faire un petit test, savoir si vous êtes plutôt back ou front. Mais pourquoi est-ce que vous devriez vous spécialiser? Comme on en a déjà discuté dans les précédentes vidéos, vous allez devoir devenir très bon pour décrocher du boulot. Et si vous diluez trop votre apprentissage, vous ne serez ni bon en front, ni bon en back, un petit peu des deux. Alors c'est un conseil, mais vous devriez essayer de trouver une formation qui vous spécialisera. Cependant, le côté full stack, même s'il est marketing dans les formations, est intéressant dans son approche. Lorsqu'on se spécialise, il est vraiment important de connaître un peu le fonctionnement de l'autre spécialité dans tous les cas, ne serait-ce que pour pouvoir communiquer au sein d'une équipe, et il est évident qu'avoir des compétences transversales est intéressant pour les entreprises, surtout les startups par exemple. Donc si vous êtes intéressé par une formation entre gros guillemets encore une fois full stack, ne l'écartez pas forcément, mais gardez
gardez bien en tête qu'il faudra que de votre côté, il faudra approfondir un sujet plus qu'un autre pour obtenir un niveau de compétence intéressant pour les entreprises. Car tout ça est une question de temps, et c'est d'ailleurs le point suivant. Petite intermission pour vous rappeler que le Discord de la chaîne est de plus en plus actif, n'hésitez pas à le rejoindre, on est plus de 500 dessus à l'heure où je vous parle, et ça parle de formation, chacun a la sienne, donc vous pouvez échanger autour de ça, c'est super intéressant d'avoir l'avis des autres aussi, pas que le mien. Donc le lien est dans la description, n'oubliez pas, et c'est aussi le moment, je sais que vous l'avez peut-être pas encore fait, mais abonnez-vous, le pouce, et commentez aussi à la fin de la vidéo pour me donner votre avis sur tout ce sujet-là. Bref, on retourne sur le terrain, c'est parti. Courte versus longue. Il existe plusieurs types de durées de formation, même au sein d'un même organisme, il y a parfois plusieurs formations avec des durées différentes. Et je vais mettre les choses au clair directement, je ne vous recommande pas d'envisager des formations de 6 mois comme suffisantes pour devenir développeur, ou en tout cas pour en faire son métier. L'apprentissage du développement représente une charge de travail énorme et complexe, ne l'oubliez pas, et c'est très improbable qu'en 6 mois, le niveau atteint soit intéressant pour ensuite trouver du boulot. Privilégiez les formations un peu plus longues, ou alors voyez les formations de 6 mois ou les bootcamps comme des introductions qui vous demanderont ensuite d'approfondir les choses. Une formation de 1 an est déjà plus réaliste, mais elle demandera quand même un travail personnel conséquent. Dans l'école 42, il me semble que la durée du parcours est de 3 ans par exemple, et je pense que c'est une des facettes qui donne du crédit aux personnes qui en sortent. Après, c'est bien entendu votre investissement personnel qui donnera de la force à n'importe quelle formation. Les formations courtes ne sont pas pour autant à prescrire entièrement, elles peuvent très bien se voir comme une validation d'acquis autodidacte par exemple. C'est d'ailleurs mon profil, vous pouvez aller voir la vidéo sur mon parcours pour plus d'infos, mais j'ai personnellement commencé ma formation en autodidacte pendant plusieurs années, avec quelques projets freelance par-ci par-là, avant de valider tout ce que j'avais appris, tout ce que j'avais fait avec une formation d'1 an sur Open Classrooms. L'objectif était plus d'obtenir une validation que je pouvais opposer aux employeurs que de réellement me former. Et ça a marché, j'ai trouvé du boulot après. Également, et comme je le disais plus haut, les formations très courtes de 6 mois par exemple sont de très bonnes introductions. Et si vous essayez et n'arrivez pas à décrocher une alternance, peut-être que commencer par un bootcamp pourra vous permettre de percer la brèche. Alors à ne pas totalement exclure, les formations courtes peuvent être aussi intéressantes. Prix à la durée versus prix au forfait. Quand on se lance dans une formation, on n'a pas toujours un budget conséquent. Souvent, on trouve deux types de formules, payer sur une durée variable ou payer un forfait sur une durée définie. Et là, tout va dépendre de votre profil. Si vous avez déjà un petit niveau en développement et que vous êtes certain de vouloir faire du dev votre métier et que vous ne vous mettez pas en danger financièrement avec un forfait, alors ça peut être une idée. Mais n'oubliez jamais que toutes les ressources sont disponibles gratuitement et qu'il faut alors que le prix de la formation se justifie réellement par l'accompagnement et la pédagogie. Une fois payé au forfait, si vous n'êtes pas satisfait, vous ne pourrez pas récupérer votre argent, alors soyez sûr de vous parce que c'est souvent des gros montants. Si vous n'êtes pas très sûr et que vous ne voulez pas prendre trop de risques, la solution payable au mois, sans engagement, peut être la bonne. Si jamais vous changez d'avis, vous ne perdrez que les sommes déjà payées et si vous finissez la formation plus rapidement que prévu, vous économiserez même peut-être un peu d'argent. Mais attention, l'inverse est également possible et si la formation traîne trop, ça risque de vous coûter très cher. Planifiez le meilleur et le pire des cas pour voir si vous êtes prêt à assumer le coût est sûrement une bonne idée à faire. Reconnu par l'État versus non reconnu par l'État. Normalement, la plupart des formations sont reconnues par l'État dans le domaine du dev. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est pas forcément un gage de qualité. En réalité, à partir du moment où un organisme vous certifie via un titre RNCP, ce dernier est reconnu par l'État. Mais tous les titres RNCP ne se valent pas. Alors renseignez-vous sur la nature de ceux-ci. Quand on vous parle d'équivalence, c'est surtout un argument marketing en réalité. Quand on vous dit titre RNCP équivalent à Bac+3, ça ne veut pas dire que vous aurez un diplôme licence Bac+3, ni le salaire qui va avec. En réalité, l'équivalence évoquée pour les titres RNCP est une équivalence universitaire qui vous permet de poursuivre des études si vous le souhaitez au niveau d'équivalence indiquée. En réalité, le titre RNCP va surtout attester des compétences professionnelles concrètes et c'est pour ça qu'il est important de le regarder dans le détail, voir si ça vaut le coup. Fait étonnant, et à ma connaissance c'est toujours le cas, et corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe, le diplôme de 42 n'est pas reconnu par l'État, et je ne pense pas que les étudiants qui sortent de l'école sans cette reconnaissance se plaignent. Je crois savoir que les étudiants qui sortent d'ailleurs de 42 trouvent aisément du boulot. La reconnaissance par l'État d'une certification n'est alors pas obligatoire, mais méfiez-vous quand même, car c'est du coup uniquement la réputation de l'école qui va jouer, alors attention aux formations obscures non reconnues. Alternance versus classique. Pour finir, dernier point qui ne pourra pas concerner tout le monde, surtout en reconversion, si vous avez plus de 29 ans, c'est l'alternance. On a un très bon témoignage dans les dev interviews, alors n'hésitez pas aussi à aller regarder la vidéo si ça vous intéresse, elle est dans la chaîne. Bref, si vous avez moins de 29 ans, l'alternance peut être une superbe carte à jouer. Le métier de dev est un métier qu'on acquiert en grande partie via la pratique et comme je vous le disais plus tôt, il y a toute une dimension autour de celui-ci qui n'est pas directement liée au code.
En entreprise, il est possible d'acquérir ces compétences qui seront un énorme plus dans votre carrière, que vous tourniez d'ailleurs ensuite vers un CDI ou vers du freelance. Après une alternance, il sera vraiment beaucoup plus simple de trouver du boulot, que ce soit dans l'entreprise qui vous accueille ou une autre d'ailleurs. Cependant, l'alternance peut ne pas être la meilleure solution. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'y dédier le temps nécessaire, que vous ne pouvez pas vous permettre de toucher le SMIC pendant 2 ans par exemple, ou que justement vous n'avez pas 2 ans devant vous, alors l'alternance n'est peut-être pas faite pour vous. En plus, encore faut-il réussir à décrocher une place dans une entreprise, ce qui n'est pas évident. Et si l'entreprise vous prend, mais qu'elle ne vous forme pas ou qu'elle vous exploite au point de vous dégoûter du métier, c'est pas non plus vraiment génial, quoi. Donc voilà, comme on vient de le voir, il y a des choix à faire lorsqu'on veut se lancer dans une formation, des choix qu'il ne faut pas faire à la légère et qui peuvent avoir de lourdes conséquences. J'essaie de vous donner un avis plutôt nuancé sur chacun des points, parce que je pense que il n'y a pas un choix à faire plus que l'autre, c'est vraiment chaque élément a des avantages et des inconvénients. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos, le pouce bleu, le commentaire pour me donner votre avis, c'est également bienvenu, et quant à nous, on se retrouve pour un prochain épisode. Ciao. Et au fait, vous avez remarqué, j'ai plus de lunettes. C'est pas mal aussi.